Au sommaire de ce journal, sachez que le ministre de la Défense, Mahamat Abali Saleh, se trouve à Bardaï. Dans le Tibesti, le ministre est allé sensibiliser la population sur la paix et la sécurité. La campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine a été officiellement lancée dans la province du Mandoul. Une cérémonie à laquelle a pris part le gouverneur Lucie Béassemda. Et puis, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, un match de volleyball s'est joué hier, un match disputé par des personnes handicapées pour dire non à la polio. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Il vous souviendra que lors du sommet Russie-Afrique, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a fait un discours dans lequel il a loué la fructueuse coopération Tchad-Russie, notamment dans le domaine de la formation. L'ex-Union soviétique d'abord, puis la Fédération de Russie a contribué à former de nombreux cadres tchadiens. L'itinéraire de cette fructueuse coopération dans le domaine de la formation avec Assira Damatigar. On ne paye les bienfaits que par une vive reconnaissance, disait un proverbe grec. Les relations officielles Tchad-Russie, qui remontent depuis novembre 1964, ont porté beaucoup de fruits, notamment dans le domaine de la formation qu'il convient de célébrer, de magnifier. Le Tchad, qui n'est pas ingrat, a tenu à payer ses bienfaits par l'expression de ses vives reconnaissances à l'ex-Union soviétique et à la Russie. L'ère post-coloniale s'est traduite par le retour des cadres européens dans leur pays, bouleversant ainsi l'administration de nouveaux États. Le Tchad, comme la plupart des États africains, a signé une série d'accords bilatéraux, notamment sur la coopération culturelle, scientifique et technique avec l'ex-Union soviétique dans les années 60-70. Ce qui lui a permis particulièrement de former des dizaines de médecins qui ont contribué et contribuent à sauver des vies humaines sur l'ensemble du territoire national. À la période post-soviétique, d'autres accords sur la coopération culturelle, scientifique, militaro-technique, la reconnaissance mutuelle de l'équivalence des documents de formation et des grades ont été signés. Grâce à ces accords, des centaines de Tchadiens ont été formés. La preuve, c'est l'existence de l'Association des anciens étudiants et stagiaires tchadiens de l'ex-Union soviétique et de la Fédération de Russie. Leurs apports dans le processus de développement du pays sont indéniables. C'est donc à juste titre que le président de la République, Idriss Déby Itno, a fait cette déclaration. Les relations Tchad-Russie s'affermissent davantage avec à la clé des dizaines de bourses offertes chaque année aux étudiants tchadiens pour la formation dans des établissements éducatifs russes. Le Tchad ne saurait donc oublier ce précieux soutien. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la sécurité publique, de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, Mahamat Abali Saleh, poursuit sa mission de sensibilisation sur la paix et la sécurité au nord du pays. Aujourd'hui, le ministre et la délégation qui l'accompagnent se sont arrêtés à Bardaï dans la province du Tibesti. Amana Issakazina. Comme annoncé, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Saleh, est à Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti. Il est accueilli à sa descente d'avion par le premier magistrat de la dite province, Djidi Habré, qui avait à son côté le commandant de la zone de défense numéro 6, le général de brigade Bardemi Abakar. Sans plus tarder, le ministre passe en revue la troupe avant de serrer la main des autorités qui ont fait le déplacement de l'aérodrome pour la circonstance. Leaders religieux, politiques, organisations syndicales, tous sont sortis en grand nombre pour réserver un accueil chaleureux au ministre et sa délégation. De l'aérodrome de Bardaï au centre-ville, la distance fait exactement 7 km. À son arrivée, le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a échangé avec quelques responsables de la province sur l'objectif de sa visite. Il a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à toute la population de Bardaï pour l'accueil qui lui a été réservé. Souhaitant la bienvenue au ministre et sa suite, le gouverneur du Tibesti, Djidi Habré, a salué la visite du ministre qui, selon lui, vient à point nommé. L'agenda du ministre prévoit des rencontres avec les responsables des forces de défense et de sécurité, les responsables administratifs,
ainsi que de tous les chefs de canton du TBC, l'application des mesures instaurant l'état d'urgence et l'implication des autorités traditionnelles pour la réussite de cette mesure gouvernementale seraient au menu de toutes ces rencontres. Le ministre est accompagné dans ce déplacement du directeur général de la gendarmerie, premier adjoint, le général de division Ibrahim Abdallah Gok, et du commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, deuxième adjoint, le général de brigade Saleh Kouremi Djouma. Le groupe de la Banque africaine de développement BAD s'implique aux côtés du gouvernement pour la promotion des filles. La BAD vient de financer les travaux de rénovation du lycée féminin au quartier Amri Guébé. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Tchoroma, était présent à cette cérémonie. Kalega Vodna. Le lycée féminin bilingue de la ville de N'Djamena est complètement rénové par la Banque africaine de développement BAD. Cela est visible. Le mur du lycée est clôturé, les salles de classe et les latrines sont toutes peintes. La BAD a aussi équipé l'infirmerie de ces lycées et construit un château d'eau au profit des élèves. L'éducation est au cœur des actions du groupe de la Banque africaine de développement, a laissé entendre le représentant de ce groupe à la cérémonie de réception. Les travaux dont nous effectuons aujourd'hui, la réception officielle, sont le résultat d'un engagement personnel du président du groupe de la Banque africaine, Dr Hakim Wimi Ayodeji Adesina. En effet, lors de son séjour ici à N'Djamena en 2016, il a effectué une visite dans ce même lycée et compte tenu d'une part de l'état physique du lycée à cette époque et d'autre part de l'importance qu'il accorde à la scolarisation des filles, le président de la banque a engagé la responsabilité du groupe de la banque dans la rénovation de ces lycées. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq, a vivement remercié la BAD de son implication pour l'amélioration du système éducatif tchadien. Je voudrais réitérer mes remerciements à la Banque africaine de développement et son soutien multiforme et son engagement constant d'accompagner le gouvernement dans sa quête de rehausser la scolarisation et le maintien des filles à l'école et assurer un environnement sain et protecteur aux enfants. Le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impulsion de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, considère l'éducation des filles comme un levier important dans l'émergence de l'économie nationale et ne cesse de mobiliser des efforts conséquents pour leur éducation et insertion socio-économique. La traditionnelle visite des ouvrages réalisés par la BAD a constitué la dernière étape de cette cérémonie. Le ministre Aboubakar Siddiq Tchoroma a marqué un arrêt partout au cours de sa visite pour apprécier ses réalisations. Enjeux et défis pour l'émergence du Tchad, c'est le thème de la cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire et professionnelle 2019-2020. Une cérémonie présidée par la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Abakara Kadade. Un reportage signé Natacha Nyabeye Kaldang. Enjeux et défis pour l'émergence du Tchad. C'est le thème retenu pour le lancement officiel de la rentrée scolaire et professionnelle 2019-2020. C'est ici, à l'école du centre, que plusieurs responsables et élèves de centres de formation ont installé leurs produits pour rehausser l'événement. Des articles qui démontrent le savoir-faire des élèves formés dans différents centres. Pour la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, cette exposition permettra de donner sans nul doute une tâche particulière à la formation professionnelle qui reste jusque-là peu connue au Tchad. La formation professionnelle est l'un des axes du système éducatif dont la particularité est le développement des ressources humaines pour la formation liée à l'emploi, en ce sens qu'elle ne forme pas pour former, mais elle développe des compétences pratiques liées à un métier en vue de l'insertion professionnelle. Or, notre système d'enseignement d'aujourd'hui est caractérisé par un fort taux d'abandon.
C'est pour vous dire que nous devons solidement attacher la ceinture pour faire face à cette bombe à retardement. C'est aussi le souci du président de la République, son Excellence M. Idriss Déby Itno, à ouvrir des offres de formation et l'accès massif des populations à une formation de qualité adaptée en permanence aux besoins évolutifs du marché, du travail et de la croissance économique par le truchement du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers. Les responsables des structures publiques et privées, représentés à la cérémonie par Dimrabey Didier, réitèrent l'engagement des différentes organisations à soutenir le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers dans son plan d'action afin de faire rayonner la formation professionnelle au Tchad. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, récompense les lauréats de la 16e et de la 17e promotion. Ils sont au total 371 hommes et femmes à recevoir leur parchemin ce matin, demain du ministre de la promotion des sports, des jeunes et de l'emploi. Kamouba Théophile. Ils sont 371 lauréates et lauréats de la 16e et de la 17e promotion de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, à recevoir leur parchemin après leur soutenance. La cérémonie a vu la présence de quelques membres du gouvernement et les représentants des grandes institutions de la République. Elle a été marquée par le mot du secrétaire général de l'INJS, par ailleurs président du comité d'organisation, Kianhigbo Baibamne, qui a tenu saluer la présence des invités de marque qui traduit l'importance qu'ils accordent aux questions relatives à la promotion de la jeunesse. S'en est suivi le mot du directeur général de la dite institution, qui a situé les défis qui attendent les 371 lauréats tout en exprimant sa gratitude aux plus hautes autorités pour les efforts consentis aux fins de permettre à l'administration et au corps professoral d'accomplir leur mission. Je saisis cette opportunité pour exprimer toute notre reconnaissance et gratitude à son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, et à M. Mohamed Nossour Abdoulaye, ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, pour leur soutien multiforme, en toutes circonstances, apporté à l'Institut national de la jeunesse et des sports dans l'accomplissement de sa noble mission, celle de former la jeunesse tchadienne. Occasion pour le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi de préciser aux lauréats que ce moment doit les interpeller, surtout qu'ils vont aborder une autre étape de leur vie. Une nouvelle page de votre vie s'ouvre, celle pendant laquelle vous aurez à confronter les connaissances acquises lors de cette formation aux dures réalités pratiques de cette profession. Le milieu profession est par essence complexe, parsemé d'embûches. Je vous exhorte donc à réinventer votre voie, à innover et à toujours rechercher l'excellence dans toutes vos actions. Les lauréats des deux promotions ont saisi l'opportunité pour recommander au gouvernement de faciliter leur intégration à la fonction publique et d'améliorer les conditions d'études des étudiants et de travail aux administrateurs et aux enseignants. Créée le 12 janvier 1973 sous l'appellation de l'École nationale de la jeunesse et des sports, ENEPS, rebaptisée par la loi 42 du 12 décembre 1994, Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS a formé à ce jour 6122 cadres du département de la jeunesse et des sports, parmi lesquels 1081 filles et femmes. Une délégation rwandaise séjourne depuis quelques jours à N'Djamena. C'est dans le cadre de la modernisation des finances publiques à travers le projet du système de gestion intégré. À ce sujet, une rencontre entre la dite délégation et le ministère des Finances et du Budget a eu lieu ce matin. Les détails avec Adef Amat Benrama. L'accord conclu entre le ministère des Finances du Tchad et celui du Rwanda en septembre dernier amorce sa phase de concrétisation. Au cours de cette entrevue, la délégation de la SCI, Rwanda Cooperation Initiative, institution gouvernementale en charge de suivre les accords, a dévoilé le projet objet de l'accord. Il s'agit de la mise en œuvre
du système de gestion intégrée des finances publiques. Le mantra de la RCI, c'est justement de réduire la bureaucratie qui aujourd'hui souvent devient la barrière entre les coopérations sud-sud et la rendre de façon pratique en simplifiant les processus, mais aussi en simplifiant les moyens de collaborer. Le ministère des Finances et du Budget a loué la coopération sud-sud tout en relevant l'enjeu du projet du système de gestion intégrée. La gestion de l'information et des systèmes d'information est une activité fondamentale et importante pour l'équilibre de nos finances publiques, pour la soutenabilité économique. Une bonne gestion des finances publiques permettra d'éviter tout risque de dérapage et de tout risque de stress budgétaire, mettra un terme à tout mauvais comportement et c'est pourquoi nous, dans le cadre d'une coopération sud-sud, nous avons fait le pas d'aller vers le Rwanda qui a très bien accueilli notre demande. Et c'est ainsi que nous avons signé le 30 septembre des accords. L'Agence française de développement, partenaire du ministère, par la voix de son directeur, a réaffirmé tout son soutien pour la réussite du projet qui vient à point nommé selon ses propres expressions. Sachez également, chers téléspectateurs, qu'une formation des cadres des ministères et conseillers à la Cour des comptes se tient depuis hier matin. Une initiative de la Société Générale de Management Public SOGEMAP et qui vise à outiller ces derniers dans ce domaine, c'est-à-dire le management, pour une meilleure performance dans l'exercice de leurs fonctions. Un reportage signé d'Amgue Lidne Joël. Permettre aux cadres des ministères et aux conseillers à la Cour des comptes qui sont assermentés dans la vérification des investissements publics fait à travers diverses institutions de la République d'avoir des connaissances en suivi et évaluation. Ceci pour leur permettre d'être efficaces dans l'accomplissement de leurs tâches. Ce sont là les raisons qui ont motivé la SOGEMAP, Société Générale de Management Public, à initier cette formation. Nous voudrons juste apporter notre expertise sur les composantes des projets et programmes afin d'assurer un meilleur suivi et une évaluation à même de répondre aux résultats attendus de nos interventions. Notre mission, qui a l'avantage d'apporter une valeur ajoutée aux actions de développement, n'a absolument pour objectif d'indexer des gestionnaires de projets, des personnes ou des individus physiques. Il s'agit plutôt d'un accompagnement et d'une assistance dont la méthodologie et l'efficacité faciliteront l'atteinte des objectifs visés dans la transparence, l'équité nécessaire visant la bonne gouvernance. Cette initiative visant à doter les cadres et les professionnels de la gestion, puis de contrôle des finances publiques, est appréciée par le vice-président de la SOGEMAP Canada, représenté par son vice-président François Armand-Deville. Celui-ci rassure de la disponibilité de sa firme qui comptabilise 25 ans d'expérience dans l'évaluation des programmes et la formation des ressources humaines à mettre ses compétences au service des institutions tchadiennes pour une coopération agissante entre son pays et le Tchad. Le prix exorbitant et varié du retrait des duplicata des diplômes fait objet de débat. Une inquiétude qui a poussé une équipe de la télévision nationale à interroger le directeur général de l'Office national des examens et concours du supérieur. Le directeur Abakari Abba apporte quelques éclaircissements. Il est au micro de Funaïda Dramo-Josiana. L'ONEX est régi par des textes. Il y a le conseil d'administration qui est l'instance suprême de cette institution. Toutes les grandes décisions se prennent donc au conseil d'administration. Nous, tout ce que nous faisons, nous mettons seulement en application les recommandations donc, du conseil d'administration. À ma connaissance, depuis la création jusqu'à ces jours-là, les tarifs donc de l'ONEX n'ont pas changé. Les duplicata ont été depuis la création à 25 000 et jusqu'à ces jours-là.
Je m'en vais très rapidement vous dire. Donc pour se poser, je mettrai donc de façon officielle donc cette liste donc de tarification de tout ce qui se fait donc ici au niveau de l'ONEX. Et je suis très content, franchement, s'il faut communiquer par rapport donc à l'ONEX. L'ONEX, c'est un jour un événement. Nous avons suffisamment des informations à vendre et à revendre par rapport à cette maison. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas justement tout mettre à la disposition donc pour les besoins donc sécuritaires, pour les besoins aussi d'enquête. Ça marche très bien. Regardez, les usagers sont là. Demandez-leur, posez-leur des questions. S'il y a un seul qui se plaint donc par rapport à cette situation-là, moi je suis là. Je suis le premier donc responsable de cette maison-là et je suis prêt à prendre toutes donc mes responsabilités et de poursuivre justement s'il y a surtout un agent donc de cette maison-là qui se donne à cette pratique. Voilà. Je serai constamment à votre disposition. S'il y a donc de telles pratiques, venez directement vers nous. L'atelier préparatoire de la participation du Tchad au premier forum mondial pour les réfugiés qui se tiendra du 17 au 18 décembre prochain à Genève, organisé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de concert avec le ministère de l'administration du territoire a pris fin ce matin. La cérémonie de clôture de cet atelier est présidée par la directrice générale adjointe du dit ministère. Reportage signé Mohamed Suleiman. Genève, la capitale de Suisse, abritera en décembre prochain le premier forum mondial pour les réfugiés. À cet effet, le Tchad, en tant que premier pays d'asile en Afrique, est convié à ce forum. En prélude de ces assises, les réfugiés, les représentants de la société civile, les responsables du secteur privé, les techniciens du ministère de l'administration du territoire et des collectivités locales décentralisées, ainsi que ceux de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ont échangé sur les sujets au cours d'un atelier. Objectif, préparer la participation des Tchad à cette rencontre de haut niveau. Au cours de cet atelier, les participants ont proposé des engagements qui pourront retenir l'attention des pays contributeurs lors du forum. Les engagements présentés à l'instant reflètent les priorités que les participants à cet important atelier proposent à l'attention du gouvernement tchadien. Il reviendra à présent au gouvernement, avec l'appui du HCR, de les valider, de se les approprier et enfin de les vulgariser afin de susciter l'intérêt des pays donateurs. Présidant la cérémonie de clôture de cet atelier, la directrice générale adjointe du ministère de l'administration des territoires et des collectivités locales décentralisées appelle tous les partenaires du gouvernement à une synergie d'action pour une participation effective du Tchad au Forum mondial pour les réfugiés. La vulgarisation après l'adoption des lois nationales propres aux protections des réfugiés et des personnes déplacées internes demeure notre leitmotiv dans la recherche de solutions durables pour les réfugiés, les déplacés internes et la communauté haute. Cependant, il convient de souligner le rôle du gouvernement, qui est celui de faciliter l'intervention des partenaires pour apporter protection et assistance aux personnes vulnérables, dont les actions doivent être renforcées. Je suis persuadé qu'en conjuguant nos efforts, nous aurons la ferme conviction de parvenir à une participation effective au Forum mondial pour les réfugiés. Selon les rapports de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 3,2% de la population tchadienne est composée de réfugiés et de demandeurs d'asile venus du Soudan, de la République centrafricaine, du Nigeria et d'ailleurs. Un autre atelier, celui de la validation de l'étude sur l'analyse de l'efficacité des politiques en matière de sécurité alimentaire, s'est ouvert ce matin. Les assises ont été présidées par le représentant du ministre de l'Éducation, de l'Irrigation et des équipements agricoles, Gondo Noël. Reportage signé Kamlar Kariomabiba. Selon les statistiques, environ 20% des Tchadiens souffrent d'une sous-alimentation chronique et 24,7% des enfants de moins de 5 ans sont en insuffisance pondérale.
Malgré les efforts consentis par l'État depuis des années pour lutter contre la faim et la malnutrition, les résultats restent mitigés. Ainsi, la validation technique du rapport de l'étude en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle et d'agriculture permet d'accompagner l'État dans sa politique de l'agriculture durable. Cette étude contribue à améliorer nos connaissances sur la politique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad, et notamment les goulots d'étranglement dans sa mise en œuvre, mais elle contribue aussi une base de travail pour des actions futures, aussi bien politiques qu'opérationnelles. Pour le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cette situation d'insécurité alimentaire entraîne le manque de couverture sociale, l'accès à l'eau, le chômage et l'exode rural. Gondo Noël, représentant du ministère de la Production de l'Irrigation et des équipements agricoles, souligne que l'État voudrait faire du secteur rural le moteur du développement économique. Nous devons donc traduire cet engagement politique dans les faits et l'action à travers les propositions qui sont issues de cette étude une fois validées. C'est pourquoi j'exhorte tous les acteurs et parties prenantes de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et l'agriculture durable à inscrire leurs actions dans la mise en œuvre de ces recommandations pour permettre aux activités agro-silvopastorales et halieutiques d'assurer leur triple fonction de source de nourriture, d'emploi et de revenus sécurisés. L'agriculture, l'élevage et la pêche sont aussi nécessaires pour enrayer la malnutrition et la faim. L'État doit cependant rester un acteur majeur dans sa politique de développement durable. Dans le Logone occidental, le gouverneur Dago Yacoub a présidé une réunion d'échange à la mairie de Moundou. Objectif à rechercher des pistes de solutions face à la crise que traverse la mairie de Moundou. Reportage à signé Noudioudou Gelbé. Depuis une belle lurette, la mairie de Moundou traverse une crise sans précédent. Plus de 2 ans sans salaire du personnel, des licenciements à tour de bras et le manque total de communication entre l'exécutif de la mairie et le conseil municipal. Pour pallier toutes ces difficultés, une réunion d'échange s'était sur initiative du gouverneur de la province du Logone occidental Dago Yacoub. Au cours de ces assises, les conseillers municipaux, le délégué du personnel et le représentant de l'UST du Logone occidental se sont relayés pour dénoncer le manque de paiement des salaires à plus de 2 ans, les licenciements arbitraires et autres dérives dans la gestion de fonds destinés à la mairie. Pour le maire de la ville de Moundou, Nerolel Ndoukole, le nœud des problèmes de la mairie est le manque de moyens financiers. Parlant de licenciement de certains employés, le maire Nerolel Ndoukole trouve que ceux-ci sont en conflit avec la loi puisqu'ils ont demandé aux contribuables de ne pas payer les taxes fiscales de la mairie. En agissant ainsi, le maire Nerolel Ndoukole a trouvé qu'ils ont porté atteinte aux intérêts de la mairie. En dépit de ces échanges francs et directs, le gouverneur de la province du Logone occidental Dago Yacoub leur propose une issue de crise. Il s'agit de revoir la question du licenciement du secrétaire général sortant de la mairie et de certains employés. Si ces licenciements n'obéissent pas au texte en vigueur, que ceux-ci soient rétablis dans leurs droits. Secondo, la mise sur pied d'une commission de recouvrement sous la supervision du préfet du département de Lac-Ouï et enfin rétablir la confiance entre l'exécutif de la mairie et le conseil municipal. Abondant dans le même sillage, le préfet du département de Lac-Ouï, Youssouf Oumar Bar, invite les uns et les autres, à savoir l'exécutif de la mairie, le conseil municipal et le personnel, à manifester aussi leur bonne foi pour une sortie heureuse des crises dans l'intérêt de tous. Partons de la ville de Moundou. Le nouveau chef d'antenne de l'ONAGES, Office national de la jeunesse et des sports de la province du Salamat, a officiellement pris service. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la province du Salamat. Par la même occasion, un don a été offert aux sinistrés des inondations. Mahamat Abdelbanat. Au terme de l'arrêté numéro 051 du 15 août 2019, Hagar Yayabouye est nommé chef d'antenne de l'ONAGES
Office national d'appui à la jeunesse et au sport du Salamat. Dans son discours d'installation, le gouverneur du Salamat, Welim Assi Assoui, a précisé que la création de l'ONAGES et la mise en œuvre de l'attention particulière que le président de la République, Idriss Déby Itno, porte à la jeunesse tchadienne. Le nouveau chef d'antenne de l'ONAGES, Agar Yaya Bouye, a remercié les autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne en le nommant à la tête de l'ONAGES dans la province du Salamat. Toujours à Amtiman, l'association des cadres pour le devenir de la province du Salamat, ACDRES, a remis officiellement un don de matériel à l'endroit des populations sinistrées suite aux inondations. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la dite province, Map Mara. Prenant la parole au nom du point focal du Salamat, Mahamat Ahmad Adoum a souligné que la province du Salamat rencontre de sérieuses difficultés dont les inondations sont toujours récurrentes. Président la cérémonie MAP Mara a remercié le cadre de la province qui sont touchés par la souffrance des parents en leur apportant un secours. Il demande aux autres cadres de faire autant car selon lui c'est un petit geste qui sauve des vies. Campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants dans la province du Mandoul. C'est le gouverneur Lucie Biasemda qui a officiellement lancé cette campagne. Ditaïgue Ngeita Félix. Le numéro 1 de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, est accueilli à sa descente de voiture par le préfet du département Taralnas, Telron Gatner-Claire et différents responsables de services départementaux et chefs traditionnels. À l'entame de la cérémonie, le délégué de l'élevage et des produits. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, nous reviendrons sur cet élément dans nos éditions à venir. Le nouveau préfet du département de Garada a été installé dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la province du Guira. La cérémonie s'est déroulée à la place publique de Melfi en présence des autorités locales. Mohamed Oumar Moussal. L'administration est une continuité à ton coutume de dire. Hassan Anguini cède sa place à Oumar Mahamat Oumar qui a désormais la charge du département de Garada dans la province du Guera. Le nouveau préfet de Garada, Oumar Mahamat Oumar, a été installé officiellement dans ses nouvelles fonctions par le gouverneur de la province du Guera, Paul Mbaïnodoum Ngartelbaï. Le préfet sortant de Garada, Hassan Anguini, a fait le bref aperçu de la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire qui freine le développement socio-économique du département. Le gouverneur de la province du Guera, Paul Mbaïnodoum Ngartelbaï, invite le nouveau préfet d'œuvrer pour la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans sa circonscription administrative. La question de la préservation de l'environnement et le respect de la hiérarchie n'ont pas été occultés par le gouverneur. Le nouveau préfet du département de Garada, Oumar Mahamat Oumar, adresse ses sincères remerciements aux plus hautes autorités et sollicite la contribution de la population pour l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. Toujours dans nos provinces, le gouverneur de la province de Wadifira a présidé la cérémonie de réception des salles de classe, une œuvre de l'association des parents d'élèves en partenariat avec l'APICED. L'objectif est de contribuer au développement socio-éducatif de la dite province. Mohamed Saleh Anour. C'est grâce à l'appui de l'APICED que l'association de parents d'élèves de l'école Aktaboy a construit cette salle pour pallier les problèmes de pléthore dans les salles de classe. Pour encourager de telles initiatives, le gouverneur de la province de Wadifir, Issa Ahmad Ardia, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu sur place. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de Wadifir, Hissène Ibrahim Abdoulaye, a salué la descente du gouverneur avant de demander à l'APICED à augmenter le quota des écoles bénéficiaires de ces appuis dans la province de Wadifira. Le gouverneur Issa Ahmad Ardia a encouragé le parent d'élèves à continuer dans le même élan tout en prodiguant des sages conseils aux écoliers. L'association de parents d'élèves de l'école Al-Moustaqbal de sa part a construit avec l'appui de l'APICED un bâtiment de 2 salles. Les parents d'élèves reçoivent l'encouragement à travers cette descente de premier magistrat de la province de Wadifira.
Issa Ahmad Ardia a invité les associations de parents d'élèves des autres écoles à emboîter le pas. Toutefois, le note parmi les difficultés relevées par les APU, l'insuffisance des enseignants, des salles de classe et de tables-bancs. Et puis le préfet du département de Kimiti, dans la province du Sila, Adoum Hassan Fouda, a rencontré les autorités civiles, militaires et les chefs religieux de son département. Cette rencontre est axée sur le désarmement, la cohabitation pacifique et la sécurité dans la localité. Ben Arabi Abdelrazak. Le département de Kimiti, tout comme celui d'Abdi, était secoué par des conflits intercommunautaires au début du mois d'août dernier, ayant occasionné d'énormes pertes en vies humaines. Suite à cette situation, un état d'urgence à visage humain dont l'ultime objectif est de ramasser les armes afin de rétablir l'ordre a été instauré. Depuis, des sensibilisations et des messages à l'initiative des autorités locales étaient régulièrement tenus. C'est au tour du chef du département de Kimiti d'appeler la population à travers le leader traditionnel à remettre volontairement les armes. Adoum Hassan Fouda. Le travail de désarmement est en train de se faire. Il marche bien. À cet effet, j'instruis les sous-préfets de Kimiti, le maire de la ville de Gobeta, le sultan, les chefs de canton, les chefs de tribu, les chefs de félique, les chefs de quartier, afin qu'ils s'impliquent totalement en sensibilisant les administrés pour qu'ils remettent leurs armes volontairement à la coordination. Et cela avant que ce ne soit trop tard. À ce jour, plus de 1700 armes tout calibre confondues ont été remises à la coordination chargée des suivis de l'état d'urgence dans le Sila, mais pour les autorités locales, le plus dur reste à faire. L'ITIE entendait l'initiative pour la transparence dans les industries extractives poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation dans les 10 arrondissements de la capitale. Une campagne qui vise à sensibiliser les responsables communaux sur le rapport annuel de 2015 à 2016. L'équipe de campagne s'est arrêtée hier matin dans les communes du 4e et du 1er arrondissement. Aram Abdelkader. Cette campagne d'information et de sensibilisation initiée par l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives au Tchad, a pour objectif de sensibiliser les élus locaux de la capitale sur le biais de la présentation de son rapport couvrant la période de 2015 à 2016. À cet effet, l'équipe de la campagne de l'ITIE a sillonné 2 arrondissements de la capitale, à savoir la commune du 4e et 1er arrondissement, tout en sensibilisant les conseillers municipaux, les délégués ainsi que le chef de carré sur le revenu pétrolier et la chute du baril. Pour l'expert en communication de l'ITIE, Benzak Younistaha a mis un accent particulier sur la transparence. Notre pays, le Tchad, vient de sortir d'une évaluation du conseil d'administration du secrétariat international de l'ITIE qui a porté sur les progrès accomplis en matière de mise en œuvre de la norme ITIE. Et le Tchad a été désigné comme pays ayant fait des progrès significatifs. Ces progrès indéniables méritent d'être poursuivis et encouragés pour relever les défis nécessaires à la pérennisation de l'ITIE qui sont parmi tant d'autres la publication régulière des rapports de conciliation des chiffres et leur dissémination afin que les informations contenues dans nos rapports soient compréhensibles, accessibles à tous et qu'elles contribuent au débat public. Le maire de la commune du 4e arrondissement, Harouna Ramad, invite ses collaborateurs de transmettre le message à la population de sa circonscription. Le maire premier adjoint de la commune du 1er arrondissement, Moussa Samidida, n'est pas caché sa satisfaction. Je ne doute pas que votre présence à cette séance de sensibilisation est ainsi élogiée de l'importance que vous attachez à la gestion, la transparence dans les industries extractives au Tchad. Cette campagne d'information et de sensibilisation se poursuit dans le reste des communes de Djamena.
Parlons à présent de l'Ordre national des architectes du Tchad, ONAT, qui informe le public de la tenue du 7 au 8 novembre prochain des premières assises de l'architecture sur le thème les villes africaines futures. L'annonce a été faite par le président de l'ONAT, Ayat Abdelrahim Ndiaye. Suivez. ONAT a le plaisir d'informer le public qu'il organise du 7 au 8 novembre 2019 à l'hôtel Hilton de N'Djamena les premières assises d'architecture sur les villes africaines du futur. Cette rencontre, la première du genre au Tchad, verra la participation de plus de 20 présidents et représentants d'ordres internationaux, dont le président de l'Union des architectes d'Afrique, le président de l'Ordre des architectes du Canada et le président de l'Ordre des architectes des États-Unis. Le caractère scientifique des échanges attendus permettra d'initier un plaidoyer nouveau à l'endroit des pouvoirs publics pour le devenir de nos villes. La table ronde est une opportunité de réunir les professionnels et acteurs de la ville à travers des panels techniques qui traiteront de la problématique de l'urbanisation de nos villes sous l'angle de l'industrialisation, de la valorisation des matériaux locaux et celui de l'avènement du numérique dans leur édification. Nous saisissons l'occasion de ce point de presse pour convier les experts du secteur, les décideurs politiques, les chercheurs universitaires, les anthropologues, les économistes et les sociologues à ce grand rendez-vous, car cette problématique interpelle tout le monde. Le développement durable de nos pays passera par une urbanisation pensée et adaptée de nos villes. L'association Bel Al Nadja lance officiellement le projet du développement technologique Hub It Tchad. L'événement s'est déroulé dans les locaux de l'entreprise au quartier Moursala. Al-Ibrahim Suleiman. L'initiative du projet Hope IIT Tchad a pour ambition de professionnaliser les projets et leurs gérants afin de maximiser leur succès. Cette manifestation intervient exactement 2 mois après la signature de la convention de financement de la seconde phase du projet PAP 1, le projet d'appui à la petite entreprise, signé entre l'Agence française de développement et l'association Bet Al Nadja pour un montant de 10 millions d'euros. Des séances de sensibilisation, d'orientation, de formation et d'accueil guident les jeunes porteurs de projets à tous les stades de création ou de gestion des entreprises. Pour le directeur général du ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, le Tchad est l'un des rares pays africains à bénéficier de ces projets. L'activité du Hub, qui consiste à mettre à disposition des informations technologiques, alimentaires pour un partage et une appropriation des bonnes expériences sur la chaîne de valeur agricole et la transformation des produits rentre bien dans la politique du gouvernement tchadien. Appuyé par la mairie de N'Djamena et soutenu par l'Agence française de développement, le projet Intégrer l'information technologique est un incubateur de développement mais aussi un interlocuteur de choix pour les partenaires techniques et financiers. Un hub IIT se veut un dispositif pérenne au service des micro, petites et moyennes entreprises agroalimentaires, majoritairement dirigées par des femmes, qui en sont les promotrices et qui sont créatrices d'emplois stables au bénéfice de techniciennes et de techniciens, d'ouvrières et d'ouvriers qualifiés. Le projet Hope IIT Tchad est logé au sein de la maison de la petite entreprise et dispose d'un financement de 10 millions d'euros, soit une bagatelle de 6 milliards 500 millions de francs CFA. Dans le cadre des activités du mois d'octobre rose, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer a organisé à la mosquée Roi Faisal une conférence débat. Le thème de cette rencontre est nutrition, alimentation et cancer. Le point avec Damgue Lidne Joël. Le cancer tue, mais c'est le silence autour de cette maladie qui est encore plus fatal.
C'est pour stopper les actions néfastes de ces fléaux que la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer intensifie des campagnes de sensibilisation en ce mois dénommé Octobre Rose. À la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena, la Ligue, à travers cette conférence de débat axée sur le thème nutrition, alimentation et cancer, échange avec les prédicatrices sur les comportements adoptés pour éviter cette maladie. La vice-présidente de cette ligue, Samira Al-Khali, dans sa présentation, demande aux femmes de se faire dépister car le dépistage est, selon elle, le seul moyen qui permet de connaître son état et d'adopter des comportements responsables pour éviter le cancer. Pour le nutritionniste professeur Abdul Salam Tidjani, les femmes doivent contrôler leur alimentation en évitant les produits d'origine inconnue et surtout, il les conseille de consommer bio. Le président de l'association des droits des consommateurs Daouda Al-Haj Adam demande quant à lui aux femmes d'éviter la consommation des produits périmés qui peuvent être à la cause du cancer. Conscient que le cancer de sein fait plus de victimes, les panélistes exhortent les prédicatrices qui sont les leaders dans leur confession à véhiculer le message porté par la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer à leurs sœurs. Parlons sport à présent. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, Rotary Club International a organisé un match de volleyball. Un match pour dire non à la poliomyélite et tenez-vous bien, ce match a été joué par des personnes handicapées. Ali Mamad Bello. Journée mondiale contre la poliomyélite, les victimes au cœur de l'attention des Rotary Club International. Elles sont sur le terrain des sports. La polio les a réduits à terre, mais n'a pas entamé leur morale. Mental d'acier, esprit positif. L'équipe de Rotary Doyen fait face à celle des Rotary Club. Talent rime avec courage. Invalidité, peu importe, ça n'ôte pas le sourire aujourd'hui. Ces personnes infirmes dévoilent leur talent. Un jeu de grande facture qui plonge toute l'assistance dans l'océan du plaisir et de réflexion. La polio, il faut la vaincre. Depuis juillet 2016, le Tchad s'est déclaré indemne de la polio. C'est une victoire. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Parce que les polio, virus sauvage, peut-être disparu. Mais il y a ce qu'on appelle la polio dérivée du vaccin 2, qui est de retour. Et il faudrait faire attention parce que c'est aussi une maladie invalidante et qui peut être mortelle. C'est terminé, le match. Aujourd'hui, tout le monde est vainqueur. La seule vaincue, c'est la poliomyélite. Le Tchad est indemne depuis 2016, mais Rotary Club International, gouvernement et UNICEF, tous s'accordent sur une seule chose, maintenir haute la barre pour conserver ses acquis. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.